bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. Au sommaire, le Sénégal endeuillé avec le décès de Zaïda Maria Magnas. La fondatrice de l'Institut franco-arabe a dédié sa vie à l'enseignement du Coran. Son œuvre sera revisitée dans ce 20h. Un décès lié à la Covid-19 annoncé ce samedi par le ministère de la Santé. 154 nouvelles contaminations également, dont 94 issues de la transmission communautaire. Les Jakartamen tapent du poing sur la table. La Fédération nationale des conducteurs de moto Jakarta réclame ses 450 millions du fonds Force Covid-19. Il soutient que c'était une promesse du chef de l'État. Et puis à Ngadiaga, les populations toujours dans l'attente d'une solution après l'incendie du puits de gaz. Elles demandent à être délocalisées puisque les opérations sur le site en question n'ont toujours pas démarré. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Et bienvenue à toutes et à tous. La fondatrice de l'Institut franco-arabe, Cheikh Ibrahim Magnas à Dakar, n'est plus. Zaïda Maria Magnas est rappelée à Dieu ce samedi à son domicile à Mermoz. Née en 1932 à Kossi, Zaïda Maria Magnas a très tôt mémorisé le livre saint. Durant toute une vie, elle a enseigné le Coran. Son portrait avec Pape Farani. Enseigner les paroles saintes était sa seule préoccupation. Ayant maîtrisé très tôt le Saint-Coran, toute petite, elle suppliait son oustas de lui laisser dispenser le cours à ses camarades. Elle, c'est Zaïda Maria Magnas, qui a très tôt signé un pacte avec la religion, servir l'islam et le Coran toute sa vie durant. Après avoir mémorisé le livre saint, son père, El Hadji Ibrahim Magnas, l'invitait à l'accompagner dans ses nombreux voyages à l'étranger. C'est Cheikh al-Islam qui lui a enseigné l'arabe et les sciences religieuses. Elle a côtoyé son père durant 43 ans. Elle était la préférée de Baye Niass. Zaïda a commencé à enseigner le Coran à Kaolack à l'âge de 14 ans. Le président Abdou Diouf la reçoit et lui octroie un vaste terrain à la Patte d'Oie en 1984. Cet espace abrite actuellement le complexe scolaire El Hadji Ibrahim Magnas, première du genre à Dakar qui concilie enseignement général et enseignement coranique. Son parcours de travailleuse et de fervente éducatrice a valu à Zaïda Maria Magnas des hommages de reconnaissance à travers le monde. Si les présidents Diouf et Wade l'ont soutenu, le président Macky Sall l'a décoré de la médaille de l'Ordre national du Lion en 2016. Elle s'est éteinte ce samedi à l'âge de 88 ans. Alhamdulillah. Qu'elle repose en paix. Le Sénégal enregistre un nouveau décès lié à la Covid-19. 387 au total. Sur 1549 tests réalisés, 154 sont revenus positifs, 60 cas contact. Aucun cas importé, 94 issus de la transmission communautaire, 96 patients déclarés guéris, 33 cas graves en réanimation. Vous avez suivi les explications du docteur Mamadou Ndiaye dans nos précédentes éditions. Nous allons à Ngadiaga à présent. Le puits de gaz est toujours en feu. Les techniciens n'ont toujours pas démarré des opérations. Du côté des populations, les complaintes s'intensifient et elles demandent à être délocalisées. On voit cela dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seylatir. Le feu continue toujours sa progression. Nous sommes à 40 mètres du puits, non loin des habitations à Djelekpeul. Les populations ne décolèrent toujours pas. Ismaba, qui habite en face du puits, demande à l'État et aux techniciens de faire vite pour éteindre le feu, afin d'éviter qu'un drame ne se produise. Nous sommes en danger. Le site se trouve à 40 mètres de nos maisons. Nous redoutons une catastrophe. On veut que les techniciens reprennent les travaux pour éteindre le feu, ou à défaut de délocaliser le village de Djelekpeul. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale et même le président de la République.
pignon national, international, le président de la République. Le maire de Notto-Goudiama déplore la situation et demande la délocalisation du village de Djellekpeul. Moi, en tant que maire, j'ai proposé à ce que ces populations soient délocalisées. Mais une fois le puits éteint, on va essayer de trouver un terrain d'entente entre les exploitants et les populations afin de pouvoir déloger ces populations. Parce que c'est un risque de les laisser là. Parce que même si les flammes ne font pas de dégâts, psychologiquement, ils ne seront plus tranquilles. Une délégation du Conseil économique, social et environnemental était sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Mais la secrétaire générale de l'institution n'a pas voulu se prononcer sur la question. À tout moment, c'est du moins la conviction de l'association des maraîchers de la Patte d'Oie et la section communale PASTEF. Ils ont tenu ce matin une conférence de presse pour attirer l'attention des autorités sur l'anarchie, l'agression et la menace du bradage foncier, malgré l'existence de 2 décrets qui protègent cette zone. Écoutons à ce propos Maïmouna Ndiaye qui a porté leur parole au micro d'Alassane Ba et Yafaraba. La situation dans les Niayes est plus qu'alarmante et nous interpelle tous. Cet espace qui constitue véritablement le poumon vert de la zone de Dakar est aujourd'hui devenu une zone de non-droit, une véritable bombe écologique en veille pour les populations de la Patte d'Oie. Elle a connu d'importantes modifications liées à la pression urbaine, marquée par des remblais, des constructions et des établissements divers installés directement dans la zone humide. La zone des Niayes se caractérise par une occupation anarchique de l'espace qui plombe les activités des maraîchers. Les remblais, gravats, objets de recyclage et ordures qu'on y déverse, de même que les produits utilisés par les ferrailleurs, polluent la nappe et détériorent l'équilibre écologique de la zone qui perd progressivement sa fonction naturelle de poumon. Entre autres agressions sur le site, l'huile déversée par les mécaniciens, la fumée causée par le fumage du poisson qui détruisent les cultures. Toutes ces activités exposent les populations riveraines à une pollution dont les conséquences peuvent leur être fatales à long terme. Nous lançons un appel solennel et pressant aux autorités, notamment au président de la République, au maire de la commune de Patte d'Oie et aux conservateurs de la zone des Niayes pour mettre fin à cette anarchie qui n'a pas de qualificatif et préserver notre environnement. C'était plutôt Maïmouna Ndiaye. Flashka. Le phénomène occupe les discussions dans les établissements scolaires et inquiète les autorités éducatives. Il s'agit en effet de dénigrer des élèves, professeurs ou membres de l'administration des établissements de manière anonyme sur Instagram et inspiré d'une série télévisée. Nos reporters se sont rendus au lycée Lamine Gueye ce matin. Là-bas, les autorités comptent même saisir le CNRA. Reportage signé Alassane Ba et Yafaraba. C'est la pause pour ces élèves en classe de première. Les autres sont dans les salles de classe. Cette histoire de Flashka occupe le menu des discussions. Nous avons trouvé le proviseur dans son bureau, informé il y a presque 15 jours par le gouvernement scolaire de l'établissement. Aïssatoussi avait ouvert une petite enquête. Son école vit ce phénomène. Dans les réseaux sociaux, il y a des élèves qui sont du lycée qu'ils ne connaissent pas, mais qui avaient ouvert un compte Flashka et qui étaient en train de médire, de faire des menaces, de proférer des menaces, mais également de médire d'abord sur la personne du président du gouvernement scolaire, mais également sur d'autres élèves. Alors moi-même, je ne savais pas ce qu'était Flashka. Ils m'ont informé que ça venait d'une série. Ils m'ont montré quelques messages. Effectivement, ce n'était pas bien, ce n'était pas conforme à la morale. Ces élèves en classe de première savent ce que c'est, mais ils n'ont pas encore vécu cela. Ce jeune homme, lui, connaît des victimes. Ça l'a perturbé. Il y a des cours, parfois, si on se rencontre dans la cour, je lui demande, mais bon, ça va, comment tu vas? Il me dit non, je ne vais pas bien parce que le truc là m'a un peu perturbé, le genre, ça ruine ma vie et les élèves me regardent d'une autre façon. Nous devons nous responsabiliser parce que ce sont des élèves qui sont âgés de 17 voire 18 ans, qui sont appelés à être femmes au foyer, être responsables. Actuellement, ça fait buzz de ce que je vois, mais c'est inadmissible. Parce que les histoires de Flashka,
C'est pas bon. Ça fait détruire la vie privée. Telle une épidémie, Flashka a déjà fait le tour des différents établissements scolaires. Il y a Flashka, il y a le Sourem, Flashka CM Lamine Gueye, Flashka Saldia, Flashka Kennedy, Flashka les pédagogues, Flashka Prestige, Flashka Martin Luther King, Flashka Cathédrale, Flashka Blaise Diagne. Donc on a compris que ça c'était un phénomène. Aïssatou Sy ne compte pas rester les bras croisés. Le CNRA sera saisi. Souvent on ne s'en rend pas compte. Nous voyons énormément de séries au niveau des télévisions, dans toutes les télévisions. Mais nous faisons appel au Haut Conseil de l'audiovisuel pour qu'on soit encore plus vigilant par rapport au contenu des messages. Inspiré de la série télévisée Virginie, Flashka est en train d'impacter négativement la vie des élèves dans les établissements scolaires. Nous allons à Fatick à présent. Un observatoire local de la qualité de l'éducation a été mis en place par la COSYDEP. Une de ses missions sera de pacifier l'espace scolaire pour de meilleures performances. Adam Agaï, coordinateur régional de la COSYDEP, en parle au micro d'Aminata Goudiaby. L'observatoire, comme son nom l'indique, aura comme objectif, n'est-ce pas, l'amélioration de la qualité de l'éducation grâce à l'institutionnalisation dans les pratiques des acteurs d'une culture de transparence et l'instauration d'un cadre de dialogue permanent pour prévenir les conflits dans l'espace scolaire. Il s'agira donc d'instaurer un dialogue multi-acteurs permanent et constructif autour des performances scolaires et la stabilité du secteur. Améliorer la transparence dans l'exécution des budgets et dépenses publiques d'éducation au niveau local, mais aussi assurer un suivi dans la mise en œuvre des politiques éducatives au niveau local ainsi que des engagements de l'État. Donc voilà entre autres objectifs, n'est-ce pas, donc de l'observatoire. Donc de l'éducation qui est mis en place aujourd'hui avec l'appui du partenariat mondial pour l'éducation qui est géré par Oxfam IBIS, n'est-ce pas, donc qui a permis à la COSYDEP donc l'installation de cet observatoire dans l'académie de Fatick. L'université Gaston Berger de Saint-Louis a remis des diplômes aux 15 lauréats du master de traduction et d'interprétation de la 4e promotion, selon le doyen de l'UFR plutôt, des langues et sciences humaines. Cette formation a plusieurs opportunités, mais très difficiles pour les candidats. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Ils ne forment pas dans des domaines où des besoins spécifiques n'ont pas été préalablement identifiés. Si on forme dans un domaine, c'est parce qu'on a l'espoir que ceux qu'on va mettre sur le marché seront employeurs immédiatement à leur sortie. C'est pourquoi cette formation, oui, rend service aux étudiants. Ils étaient combien d'étudiants? Cette promotion, au départ, ils étaient 10 pour la 3e promotion, autant pour la 4e promotion. À l'arrivée, vous avez vu, au lieu de 20, on a 15. Parce qu'entre-temps, il y a des abandons, ces formations exigeantes, difficiles, exigeantes pas seulement du point de vue de la disponibilité, du point de vue des compétences, du point de vue également de plein de sacrifices, plein d'autres sacrifices que les étudiants sont invités à consentir pendant la formation. Pendant ce temps, les membres du mouvement national des arabisans décrient le fort taux de chômage, le manque de formation et l'absence de financement dont ils sont victimes. Ils invitent les pouvoirs publics à prêter une oreille attentive à leurs doléances. On voit cela dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les membres du mouvement national des arabisans en tournée dans le pays sont passés à Kolda, où ils ont fait savoir que plus de 12 000 jeunes diplômés en langue arabe tapent sans succès à la porte de l'emploi au Sénégal. ku nekk xam na ne Sénégal boo jàngee ba pare foo mën a jàngee ci àdduna boo ñibbisee Sénégal doo am lenn loo def bu dul jàngale. Nul n'ignore qu'aujourd'hui au Sénégal, quel que soit de là où tu as fait tes études en arabe et les diplômes que tu as obtenus, si tu reviens au Sénégal, tu as toutes les difficultés pour avoir un emploi. Le seul emploi qui nous est ouvert, c'est l'enseignement, et pourtant nous avons des compétences pour travailler dans plusieurs structures. Présentement, nous comptons plus de 12 000 jeunes chômeurs. dañoo ñàkk considéré ñi nga xam ne dañ diplômé en arabe donc depuis 1960 ba en 2014 ku nekk xam na ne boo amoon bac arabe mënoo def dara bu dul jàngale mais alhamdulilah bi président Macky Sall ñëwee def na ci ay jéego yu bare. parce que tey jii nii da ngay am bac en arabe nga dem université nga am problème orientation. L'autre difficulté est que les étudiants en arabe ont un problème dans les universités à cause de leur faible niveau en français. C'est pourquoi nous voulons une année préparatoire. Du élevé. De ce fait, forcément, dañuy am problème bu ñu demee université.
loolu tamit ñu ngi ñaan président mu am benn année boo xam ne dafay doon année préparatoire. S'y ajoutent les besoins en formation des arabisants qui peinent aussi à accéder au financement. donc nañ ñu bàyyi di ñu xaar ci ay jullee néew ak wàcce kaamel ak imam da ngay nekk économiste. Qu'on ne nous attend pas seulement dans les événements sociaux, qu'on arrête de nous stigmatiser. Et nous qualifions cela d'un manque de considération de la part des pouvoirs publics. Le président de la République, à l'occasion de 2 conseils des ministres, avait donné des instructions pour qu'on prenne en charge les doléances des arabisants. Mais jusque-là, nous n'avons rien vu et rien entendu. Et en ce moment, nous avons inscrit 840 projets à travers le pays qui attendent d'être financés. Inscrit 840 arabisants. Un arabisant, un financement, 45 départements. Il rappelle à l'État sa promesse relative à la création d'une université arabo-islamique au Sénégal. De Noël de la part d'Akon et son partenaire Afrikids, le Dara Abdul Khafour de son père, va être réfectionné et modernisé par le rappeur, et l'artiste invite les bonnes volontés à s'investir pour les enfants talibés qui sont aujourd'hui pour la plupart marginalisés. C'est un reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Tous ces cadeaux appartiennent désormais à ces enfants talibés. Nous sommes au Dara Abdul Khafour de Lagrose. Ici, le parrain a décaissé plus de 25 millions pour faire plaisir aux enfants. Noël oblige. Quand nous avons des partenaires qui sont prêts à nous apporter leur soutien, nous ne pouvons que s'en réjouir. Afrikids doit servir d'exemple à tous les natifs du Sénégal. Les bonnes volontés doivent venir en aide des enfants. Ce qui m'inquiète, c'est le refus d'aider ces enfants-là. Ce Dara regroupe des filles et des garçons pour leur apprendre non seulement le Coran, mais le français et l'anglais. Ceux qui sont ici, dans ce Dara, la majorité a quitté l'école. Sur ce, je les ai récupérés et les insérés dans le Dara pour leur apprendre le Coran, le français et l'anglais. Afrikids, après le Sénégal, compte sillonner l'Afrique de l'Ouest pour apporter son soutien au Dara. Le prochain cas, Inch'Allah, c'est la Guinée-Conakry. Mon conteneur est déjà là-bas, c'est sorti. Et après, dès que j'ai fini ici, je dois rentrer en Guinée-Conakry. Akon, après le lancement de sa cité ambodienne, vient appuyer les enfants talibés en fourniture avec ses partenaires. 16 ans d'existence, le Dara de son père Mortiam tend vers la modernisation. Objectif, former d'excellents cadres intellectuels à l'avenir. Et vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, la Fédération nationale des conducteurs de moto Jakarta qui réclame ses 450 millions de francs CFA du fonds Force Covid-19. Selon elle, c'est une promesse du président de la République compte tenu de la façon dont ils ont été durement impactés par la Covid suite aux mesures de restriction prises par les autorités. Le bureau plutôt s'est réuni à Kaolack. C'est une correspondance signée Ibrahima Diamé et Faligay. Il ne faut surtout pas oublier le secteur des transports des 2 roues moto Jakarta de la liste des secteurs d'activité durement impactés par la pandémie du coronavirus. Beaucoup de mesures empêchant les Jakartamans de mener correctement leurs activités leur ont été imposées, d'où leur difficile situation financière durant cette pandémie. Ces mesures ont directement impacté tout le secteur du transport, mais spécifiquement le transport des 2 roues. La distanciation physique n'est pas compatible avec le mode de transport que nous exerçons. C'est que nous sommes restés des mois sans travailler. Vous savez très bien, qui dit transport de 2 roues dit impérativement vivre au jour le jour. Donc, ce long arrêt de travail nous a posé énormément de désengorgement financier. C'est fort de ce constat qu'une forte enveloppe financière en guise de soutien leur a été promise, mais la promesse reste en l'état. Les Jakartamans réclament leur part du fonds Force Covid-19. Monsieur le Président de la République nous avait promis une enveloppe de compensation d'un montant de 450 millions destinée à tous les conducteurs de Jakarta du Sénégal. C'est dans ce sens que nous avions reçu des fiches de recensement de nos préfets respectifs. Nous avons fait le tour des arrêts, le tour des communes et villages pour inscrire tous les conducteurs. Nous avons respecté les délais de dépôt, mais
le hic est qu'il n'y a pas de réactivité jusqu'à présent. Nous n'avons rien reçu depuis lors. Les Jakartaman rappellent à l'État que ce sont ces difficiles conditions de vie précaires qui font que beaucoup d'entre eux se sont lancés dans l'émigration clandestine avec tous les risques qu'elle comporte. À présent de la grève des transporteurs, pour le secrétaire général du syndicat des routiers du Sénégal, ce n'est pas par la grève qu'on peut régler les tracasseries sur la route avec la police et les gendarmes. De son point de vue, cela risque même d'envenimer les rapports entre chauffeurs et ces derniers sur la route après cette grève. Le voici au micro d'Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Que les chauffeurs comprennent que les policiers et les gendarmes ne sont pas nos ennemis et que ces derniers eux aussi aient la même compréhension parce qu'ils sont tous des parents parmi les transporteurs et déclencher une grève contre la police, la douane et les gendarmes, cela sera dur pour nous après ce mouvement parce que déjà on n'est pas en mesure de supporter l'application stricte du code et des taxes douanières. Donc travaillons à raffermir nos relations sur la route de sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas cette grève qui va remettre en cause le travail de la gendarmerie ou de la police. Les tracasseries, pour les régler, je ne pense pas qu'on doit passer par la grève, mais à mon avis, il faut engager des concertations avec les autorités. La grève ne fait que nous retarder et nous coûter des pertes. En tout cas, moi, avec mon syndicat, je n'observe pas cette grève. Sur l'international, lendemain de fête de Noël, reconfinement pour certains pays européens et pour Londres, l'heure est de barrer la route au nouveau variant du SARS-CoV-2, plus contagieux que le coronavirus. Le premier cas d'ailleurs a été détecté en France. C'est un récit signé Fatou Kinedem. Pays européens à nouveau confinés ce 26 décembre, lendemain des fêtes de Noël. L'Autriche, l'Irlande du Nord ont débuté un nouveau confinement, y compris les Écossais. La République tchèque avait bien autorisé ses citoyens à passer Noël à leur guise, mais avec le respect des gestes barrières. Le pays prévoit un reconfinement strict dès ce dimanche 27 décembre, au moment où la Pologne s'apprête à un confinement partiel à partir de ce lundi. Les écoles sont fermées jusqu'au 17 janvier. Les Italiens ont passé Noël sous confinement, tout comme une partie de la population en Angleterre. Londres tente cependant de stopper le nouveau variant du SARS-CoV-2 apparu au Royaume-Uni et plus contagieux que le coronavirus, car une personne contaminée par ce nouveau variant a été détectée en France pour la première fois. La France qui, pour le moment, prévoit juste des scénarios allant au confinement par région en passant par un retour à des mesures strictes nationales, et cela pour une courte durée. Le tour de l'actualité sportive à présent avec le Boxing Day en Angleterre. L'équipe nationale U20 du Sénégal à Alger pour 2 matchs amicaux. Et le beach soccer du Sénégal qui s'associe avec le Real Munster de l'Allemagne pour la création d'une académie à Dakar. Round-up avec Chersali Boudjara. Le beach soccer pour commencer. Une académie de cette discipline à Dakar est en gestation. Ce qui serait une première en Afrique est une initiative de Dr Gabriel Mohagegui, accompagné d'Ibrahima Ndiaye Chita, manager général des Lions du Sénégal. Le président du Real Munster Club dans le championnat allemand est même attendu très prochainement à Dakar pour rencontrer les autorités sénégalaises. L'académie va accueillir des jeunes de 15 à 20 ans. En attendant, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, présentement à Alger, va disputer 2 matchs amicaux ce dimanche et lundi face à l'Algérie. Des rencontres qui vont avoir lieu au stade du 5 juillet d'Alger. En Europe, c'est le fameux Boxing Day de la Premier League avec les premiers résultats de la 15e journée. Le choc Leicester-Manchester United s'est soldé par un nul 2 buts partout. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté s'est incliné devant Aston Villa du Burkinabé Bertrand Traoré, 3 buts à 0. Chelsea d'Edouard Mendy a courbé l'échine devant Arsenal, 3 buts à 1. La première victoire des Gunners en championnat depuis le 1er novembre et 7 matchs disputés. Merci à vous, cher Salih Boudjara. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.